Bienvenue à Aéronocap. On a une invitée incroyable ici, votre host Stevie, et on est avec Nancy Odette. Comment ça va, Nancy? Ça va super bien. Contente d'être avec toi. Moi, très content de t'avoir avec nous pour cette émission, cette dernière émission de la saison 1 Aéronocap. Wow, Nancy, tu es une personne remplie de talent, une perle à découvrir et tout. Puis moi, je le sais, mais vraiment. Ça commence bien. Exactement, non, mais pour vrai, c'est sérieusement. Puis je voulais te dire aussi un gros merci pour ton livre. Je l'ai commencé, j'ai avancé, ça se lit tellement rapidement, mais en même temps tellement d'émotions là-dedans. Je m'amuse vraiment à le lire durant mes pauses au travail à la commission scolaire, alors ça fait toujours plaisir. Et pour vrai, mais avant d'arriver à ça, parce qu'on va y arriver toi et moi, c'est sûr, j'ai pu lire, comprendre un peu tellement dans ton parcours que tu as fait tellement de choses, mais je vais te laisser te présenter. Alors, Nancy, qui es-tu? Ben, jusqu'à récemment, je m'identifiais beaucoup à mon travail. Je m'identifiais beaucoup à mon travail de journaliste parce que je travaillais tellement, c'est quelque chose qui m'a demandé tellement d'efforts pour me rendre jusque-là. Puis ça prenait beaucoup de place dans ma vie, pour être honnête avec toi, peut-être trop de place. Et il est arrivé ma fille, Lona, qui a 5 ans, Oh. et qui a bouleversé beaucoup de choses dans mes valeurs, dans ce que j'avais envie de faire dans ma vie maintenant. Et donc, aujourd'hui, je dis que mon rôle premier, c'est la maman de Lona. C'est le rôle le plus important qui, maintenant, euh, c'est ce rôle-là qui prime, puis je prends mes décisions par rapport à ça. Bien sûr. Donc, et maintenant, je suis marraine des enfants de la DPJ pour la Fondation du Centre Jeunesse de Montréal, qui arrive tout de suite après dans mes priorités. Et je suis journaliste, et je suis auteure, et je suis conférencière. Et je travaille en ce moment, je développe des séries documentaires chez Attraction. J'adore faire ça. On creuse des sujets. On a des séries incroyables qui s'en viennent. J'ai beaucoup de fierté à faire ça. Mais je pense que ça ressemble pas mal à ça. Là. Mm. Comme description, c'est correct? Ben, c'est un méchant CV et c'est super correct, là. C'est franchement, mais c'est incroyable, rien de moins. Et humble en plus. Mais wow, pour aller étape par étape avec tout ça, le fait que tu es justement que je. Moi, je t'ai connu plus jeune, justement chez TVA. C'est là que je t'ai connu avec des analyses, avec des boxeurs. Moi, je suis un passionné de combat de boxe. Puis je te voyais parler avec des grands boxeurs. Puis là, j'ai fait waouh, OK. Euh, c'est déjà fou qu'on ait une femme dans le sport ici au Québec. Puis en plus, dans des sports qui disent plus extrêmes en te voyant. Puis après, tu- on, j'ai travaillé, j'ai étudié mon intervention en délinquance, puis j'ai eu la chance de côtoyer, faire des stages en centre jeunesse. Puis j'ai écouté à un moment donné l'émission Zone Franche, et c'est là que j'étais découvert sur ton histoire. Et là, j'ai fait waouh, comme cette personne que j'admirais beaucoup plus jeune a eu tout un parcours comme on va se dire intense. Puis c'est là en plus j'ai fait OK, c'est fou, les jeunes, etc. Ça m'a vraiment, vraiment tapé dans l'œil. Puis je me suis dit, OK, il faut que je rencontre cette personne. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment moi je peux m'impliquer encore plus aussi? Puis c'est là que je me suis intéressé à plus à toi. Puis en découvrant pour dire que toi, tu as étudié en journalisme, c'est ça? Oui, c'est bien Ouais, ça. À exact. Ottawa. À Oui. Ottawa. Puis ensuite, mais en même temps, le journalisme et le sport, c'était des passions? Ou... Le journalisme, oui, ben j'aimais beaucoup. Quand j'étais petite, je lisais le journal tous les jours avec mon grand-père. Mhm. On écoutait le bulletin de nouvelles aussi ensemble. Je pense que ça part de là parce que moi, je viens d'un petit village en Abitibi à l'autre bout du monde où on n'était Ouais. pas du tout, chez nous, on n'était pas friand d'actualité, on n'était pas politisé du tout. Mes parents n'ont pas de diplôme d'études secondaires. 400 Donc, habitants, hein? 400 habitants, c'est juste avant de prendre la route pour Matagami. Au bout de mon village, c'est la forêt. Là, tu sais, OK. je veux Il dire, il n'y n'y a a plus plus de rien. route, C'est là. c'est le bout du monde, tu comprends? Ah. Donc, c'est le seul endroit où je pense que j'ai développé cette passion-là, c'est avec mon grand-père. Puis un jour, j'avais dit, un jour, grand-papa, c'est moi qui va te lire les nouvelles. Et moi, ma grande passion dans la vie, c'est le sport. C'est l'endroit où je me valorisais le plus. Pas mal le seul endroit.
Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport, beaucoup de basket, beaucoup de sports de combat, du karaté, de la boxe aussi beaucoup. Donc, quand je suis devenue journaliste, après quelques années que j'ai vu que je pouvais allier mes deux passions, c'est-à-dire le journalisme et le sport, je suis allée, puis j'ai vécu de grandes choses, là. Puis c'est juste avec le recul parce que quand j'étais dedans, j'étais tellement concentrée à faire mes entrevues avec Roger Federer, Ouais. avec Raphaël Nadal, Serena Williams, Michael Phelps, tu sais, Piquet Souben, Sidney Crosby, Georges Saint-Pierre. J'étais tellement Name it. focus à bien faire mon travail, puis je voulais tellement montrer que je méritais ma place dans ce monde d'hommes-là, puis que je savourais jamais le moment présent. J'étais trop dans « je veux que ce soit bon, je veux montrer que je connais ça », puis tout ça. Et là, c'est avec le recul que je fais « Hey, c'est quand même pas si mal. Tu sais, la liste que tu as, toutes les personnes que tu as rencontrées, les grands athlètes que tu as rencontrés. J'avais même déjà couvert un tournoi avec… voyons, c'est parce que je veux te le dire. Avec Tiger Woods. Ouais. Tu J'ai sais, comme comme fait MC Odette peut oublier le nom de Hey, Tiger c'est pas Woods. drôle, hein, Tiger Woods. Comme, Oh my God, ouais. Mais c'est parce qu'honnêtement, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis très reconnaissante de ça. Puis souvent, ça a été les plus grands qui ont été les plus humbles. Ça ouais. m'a beaucoup marqué. Tu sais, quand j'arrivais devant Roger Federer qui prenait, je le voyais quand tu attends un athlète, puis tu le regardes du coin de l'œil, qui arrête pour dire bonjour à tout le monde, qui prend le temps de signer des autographes, qui t'arrive, qui « Allô, c'est quoi ton nom? » Tu sais, souvent, je ne sais pas si c'est un hasard, mais j'ai remarqué que les plus grands, souvent, sont les plus humbles. Ouais, oui. Et je trouve ça incroyable. Tu sais, je pense que c'est ça qui fait aussi que ces gens-là sont groundés, puis souvent ont un impact aussi dans leur communauté. C'est souvent des Exact. athlètes qui s'impliquent beaucoup et tout. Donc, non, c'est ça, j'ai une super, super carrière, c'est extraordinaire. Mais pour ça, je t'appuie énormément. Le but aussi, même dans mon podcast, c'est des gens que beaucoup dans leur communauté, on les voit comme les plus grands. C'est entre parenthèses, pour faire référence au sport, c'est leur Michael Jordan de leur domaine à tous. Puis quand tu vois ces gens-là, sachant qu'ils se font regarder de cette façon, c'est normal de se dire, OK, wow, j'ai tous ces yeux sur moi, mais comment justement je peux rester focus, à l'écoute? C'est toujours des grandes phrases que des grands leaders m'ont dit, c'est peu importe où est-ce qu'on est, on sera toujours des étudiants, on apprend tous les jours, tout le C'est temps. vrai. Puis c'est comme ça qu'ils sont capables de partager, enseigner, puis entreprendre, etc. Puis tu as été justement avec les plus grands de leur sport que tu as nommé, c'est tous des plus grands de leur domaine. Et toi, tu es une des grandes du domaine aussi. Alors, ça fait plaisir d'entendre ça, justement, dans le commun des mortels, à Hironocap, en effet. Mais tout ça, là, parce que tu as dit des choses importantes avec le sport, puis chercher de bien faire les choses, ça vient aussi de la façon que tu as grandi, non? Je l'ai lu aujourd'hui en plus, ce passage-là, justement, quand tu lavais l'auto de ton grand-père et tu disais que ton grand-père, quand il passait à côté de l'auto pour savoir si tu avais fait du bon travail, il disait ah, Nancy, tu as oublié des parties, puis ça t'a conditionné à vouloir chercher la perfection, ça se peut-tu? Ouais, ben chaque dimanche, il me demandait de laver sa voiture parce que mon grand-père était handicapé, il avait une jambe paralysée puis un bras paralysé, c'était difficile pour lui. Puis sa Mhm. voiture, c'était son joyau. Puis moi, tu sais, je sentais que j'avais un rôle vraiment important. C'est moi Ouais. qui lavais la voiture, il fallait que ça brille. Et quand il voyait des endroits où j'avais pas bien fait, il inspectait, il me disait, oh, t'as oublié un petit bout là, tu recommences. Il me faisait recommencer tant que c'était pas parfait. Il y a ça, c'est sûr qu'il m'a transmis ça, mais je pense aussi que quand on a eu une enfance difficile qui est marquée par la maltraitance, par la violence, euh, je pense qu'on a toujours le sentiment où on doit faire 2 fois plus que les autres pour mériter une certaine reconnaissance. On est toujours on a l'impression qu'il faut être parfait tout le temps, Mhm. tout le temps, tout le temps, euh, pour compenser pour toutes sortes de raisons, parce qu'on nous a dit qu'on ne valait pas grand-chose. C'est quelque chose que tu intègres, puis tu t'en rends même pas compte. Hein? Tu fonctionnes comme ça. Puis un jour, ça m'a frappé que je pense que j'étais embarquée depuis longtemps dans ce cercle vicieux-là où j'avais toujours besoin de prouver que je valais quelque chose. Puis j'étais un peu tannée de ça. Euh, Nancy, mais ouais. qui t'a dit que tu ne valais pas grand-chose? Ben, tu vas lire mon livre, tu vas voir. Je veux dire,
quand tu as été abandonné dans les bureaux de la DPJ par ton parent, par la personne qui aurait dû t'aimer le plus, qui aurait dû te protéger le plus, il y a des conséquences derrière ça. Tu sais, la blessure d'abandon, elle est difficile à guérir. Je dis toujours, je pense que c'est une des blessures les plus difficiles à guérir. Mais derrière ça, il y a un manque de confiance, un manque d'estime qui est très, très fort et que tu traînes pendant toute ta vie, peu importe ce que tu accomplis. Même si tu deviens journaliste à Radio-Canada, à TVA, tu as ce manque d'estime-là qui te colle à la peau. Puis c'est beaucoup de travail pour s'en débarrasser. C'est quelque chose qui vient de la petite enfance. Puis pour moi, ça a été long. Tant mieux. Je pense que là, j'ai franchi une étape importante. Je suis rendue plus loin. Est-ce que j'ai des petites rechutes une fois de temps en temps? Bien sûr. Je vais toujours en avoir, mais je sais comment les gérer maintenant, ces petites rechutes-là. Pour les gens à la maison, justement, qui nous écoutent aussi, Nancy n'est pas justement la marraine de la Fondation des Centres Jeunesse de Montréal, mais c'est parce que toi-même, tu sais très bien comment ce système-là fonctionne, parce que tu es toi-même a été une enfant de ce système. Alors, c'est pour ça aussi que ça te touche vraiment à cœur, mais pourquoi tu t'es dit à un moment donné, je veux entrer à aider cette fondation? En fait, il y a la naissance de ma fille a provoqué beaucoup de choses chez moi. C'est normal. On m'avait prévenu que quand tu es passé par la DPJ, quand tu es allé en famille d'accueil, quand tu es allé en centre jeunesse, quand tu as un enfant, ça provoque, ça crée beaucoup de remous dans ton cœur. Tu sais, moi, je ressentais autant de bonheur que de tristesse parce que tu ne comprends pas pourquoi tu n'as pas aimé, parce que tu aimes tellement fort. Il y a la crainte de ne pas être capable de donner aussi ce que tu n'as pas reçu. Donc, j'ai travaillé fort, fort sur moi. Puis, dans les dernières années, à chaque fois qu'il y avait des statistiques sur les enfants de la DPJ, j'avais une boule dans le ventre. Tu sais, je ne dormais pas bien. Puis, je me disais, mais comment on fait au Québec pour bien dormir? Non, mais en tant que citoyen, là, comment on fait pour dormir quand on sait qu'il y a eu 118 000 signalements au Québec en 2019? Comment on fait pour bien dormir quand on sait qu'il y a 38 000 enfants dans le système, que là-dessus, on ne sait plus où les mettre? On ne sait plus où les mettre. Les centres de réadaptation débordent, les familles d'accueil débordent, on loue des chalets pour les mettre, les enfants, parce qu'on ne sait plus où les mettre. Il y a des listes d'attente. Il y a des enfants qui sont là, qui vivent des choses difficiles, mais on n'est même pas capable d'aller voir ce qui se passe avec eux. Je ne dormais pas bien. J'avais souvent la boule à chaque fois que les statistiques, mais je n'étais pas, tu sais, dans mon processus de guérison, je n'étais pas encore rendue à... Je n'étais pas capable d'ouvrir cette porte-là puis de dire, je vais aller aider. Puis il y a 2 ans, j'ai pris le téléphone puis j'ai dit, OK, Nancy, ça suffit. Tu vas aller aider ces enfants-là. Wow. J'ai appelé la fondation et j'ai dit, je suis prête à faire n'importe quoi. Tu sais, je peux organiser des levées de fonds, je vais aller faire des activités avec les enfants, je vais faire des camps de pêche, je peux aller faire le ménage si vous voulez sur les unités. Tu sais, j'étais prête à faire n'importe quoi, littéralement. Puis un jour, la directrice de la fondation me dit, mais Nancy, pourquoi? Je vais accepter ton aide, là. J'ai les bras grands ouverts, mais pourquoi? J'ai eu du mal à répondre à sa question. Puis, Une grosse question. C'est une grosse question. Puis j'ai dit, ben, parce que je suis passée par là, puis j'étais bien émotive. Puis elle m'a dit, mais pourquoi tu n'en parles pas? Ben, c'est parce que j'ai honte. J'ai honte, tu sais, de ce parcours-là. J'ai honte d'avoir été abandonnée. J'ai honte d'avoir passé du temps en centre jeunesse. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais tout faux, que j'envoyais vraiment le mauvais message, que si moi, à mon âge, puis avec ce que j'ai réussi à accomplir dans la vie, je n'étais pas capable d'au contraire, de transformer la honte en fierté, d'avoir réussi malgré tout. Comment je pouvais les regarder dans les yeux, ces jeunes-là, puis leur dire que c'est possible de réussir dans la vie, c'est possible d'être heureux, d'avoir une vie épanouie. C'est pas facile, il y a beaucoup de travail derrière ça, beaucoup de travail sur soi-même. Puis il faut accepter les mains tendues, absolument, sinon on ne peut pas s'en sortir tout seul. Mais je me disais, je vais avoir quelle crédibilité, moi, si je ne suis pas capable moi-même d'être honnête. Donc, j'ai franchi le pas il y a 2 ans. Ça a été quelque chose. Mais maintenant, je vais bien, tu sais. Je vais bien, tu sais. Je les vois, je les aime profondément. Tu sais, j'aime ces enfants-là. Ils occupent une place très spéciale dans mon cœur. Puis, bien humblement, tu sais,
J'espère faire ma petite part pour faire bouger les choses. Chaque fois que je peux parler de la cause, je le fais. J'ai sorti le livre pour eux, parce que moi, ça ne me tentait pas de raconter mon histoire. Je l'ai fait pour eux, en sachant que ça me rendait vulnérable. Mais si ça peut sensibiliser des gens, j'ai eu la chance de parler avec le ministre Carman, qui a ce dossier-là entre les mains. Je suis allée à la commission Laurent, j'ai parlé avec Régine Laurent. À chaque fois que je fais des entrevues, j'essaie de sensibiliser les gens à leur réalité puis au fait qu'on doit s'impliquer en tant que Mais société. oui, On s'est désengagé beaucoup, là. On prend pour acquis que le gouvernement s'occupe de ces enfants-là, mais ces enfants-là, ce sont nos enfants. clair. On a notre responsabilité et il est plus que temps qu'on prenne nos Mais en responsabilités. effet, parce que tu as dit quelque chose de tellement important qui me frappe, parce que moi, je travaille pour la DPJ au Nunavik, dans le Grand Nord, avec les communautés inuit de la baie James euh, et la baie d'Hudson, je veux dire, la baie d'Hudson. Puis, tu as dit quelque chose de tellement fort, surtout ici, c'est que tu te demandais pourquoi on est capable de dormir sachant qu'on entend, on est informé de ce qui se passe, en grosso modo, mais pas beaucoup de choses se passent. C'est parce que je pense que les gens se disent beaucoup, mais au moins ça se passe pas chez moi. C'est tellement la chose à se dire, mais le chez moi devient de plus en plus grand quand tu te rends compte que c'est pas aux États-Unis, c'est pas au Mexique, c'est pas dans les pays en Afrique, en Europe, ça se passe chez nous au Québec. Et c'est pas si loin. Des fois, c'est notre voisin, des fois, c'est de l'autre côté de la rue, de pâté de maison. Et ça rend en sorte qu'on est tous impliqués dans la situation. C'est un devoir collectif, citoyen québécois, de aider à rendre nos enfants en sécurité. C'est pour ça aussi que je fais ce métier-là. Mais quand tu as dit ça, ça rend en fait comme, mais voilà, je crois que c'est pour ça, malheureusement. C'est encore trop fort chez nous de se dire, mais au moins, ça ne se passe pas dans ma maison. Mais C'est. il y a le fait aussi, Stevie, tu le sais, parce que tu travailles là-dedans, les dossiers sont confidentiels. Oui, Donc, on peut pas parler de ces enfants-là, on ne peut pas non. raconter leur histoire parce que, puis des fois, je pense que peut-être que ça nous arrange aussi, mais donc, ça fait en sorte que ces jeunes-là, on ne les entend pas, on ne les voit pas, mais ils sont là. Ils sont très là. Puis ils sont très nombreux. Donc, moi, j'espère qu'il va y avoir des allègements parce qu'il faut que pour que les gens comprennent la situation, des histoires d'horreur, il y en a. Moi, mon histoire à moi, je dis souvent, c'est rien à comparer à ce que j'entends Et parfois chez les pourtant, jeunes. C'est pourtant, troublant, oui, mais c'est rien. C'est troublant ce que j'entends. Tu sais, moi, quand j'entends un petit garçon me dire qu'il a changé 15 fois de famille d'accueil, qu'il a ouais, subi 15 abandons, j'ai mal. ouais, Je me dis, c'est inacceptable. On ne peut ouais. pas faire vivre ça à un enfant. Puis après ça, on imagine quoi? Que cet enfant-là va avoir une vie épanouie. À Il 18 va, ans, tout est oublié, ça va bien aller, il va bonne travailler, puis chance, voilà. vas-y. Alors que, bon, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'éducation, parce que ça aussi, c'est un énorme problème. Il y a Exactement. juste 17% des jeunes dans le système qui sortent avec un diplôme d'études secondaires. Ça aussi, c'est inacceptable. Donc, ils sont très vulnérables et on leur dit, allez-y, ils n'ont pas beaucoup d'outils dans leur coffre d'outils. Puis c'est pour ça qu'on se retrouve avec des problèmes sociaux majeurs, dans le sens que beaucoup de jeunes qui vont développer des problèmes de consommation, qui vont essayer d'endormir leur douleur, Mhm. parce qu'ils souffrent, ces gens-là, ces Ben oui. jeunes-là. Beaucoup d'itinérance. Euh, Ce qui puis pourrait amener à la délinquance. Et en plus, nous etc. vivons une pandémie mondiale, ça n'aide pas la situation. Donc, je pense que là, il faut vraiment qu'on revienne à un esprit plus de village où la communauté s'engage envers eux. Ben oui. Je veux dire, les entreprises vont engager des jeunes de la DPJ, les écoles, les institutions scolaires vont s'investir en offrant des bourses d'études. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Tu sais, les gens me demandent, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais attends, j'ai une liste longue de Ouais, même de ce que tu peux beaucoup. faire. Tu comprends? Donc, c'est ça mon message, puis je vais le répéter encore. Je ne serai pas tuable, tu comprends? Ouais, Parce que c'est ça, il faut que ça arrête. On est en il faut. 2021, là, puis comme tu le dis, on est en pleine pandémie, mais quand on va sortir de la pandémie, il y a beaucoup d'enfants qui vont avoir souffert, qui vont avoir vécu de la violence. On a vu qu'il y a eu 8 féminicides au Québec dans Ouais. les dernières semaines. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'enfants orphelins là-dedans, beaucoup d'enfants qui ont vécu dans un contexte de violence. C'est troublant.
Donc, il va falloir, faut qu'on s'occupe de ça. Puis, il faut qu'on s'occupe de ça maintenant. Puis, en amont, beaucoup, il faut qu'on offre des services en amont pour prévenir davantage des choses comme ça. Mais oui, mais en effet, je suis totalement d'accord avec toi. C'est comme ça on pourra faire la différence. C'est tout aussi par s'éduquer puis par rendre ce sujet-là tabou. C'est vraiment comment on peut donner ce soutien-là. Et tu parlais d'un effet important parce que toi-même, tu viens d'un petit village. Alors, je crois aussi très bien que il faut un village pour élever un enfant. Ça prend une équipe extraordinaire pour être autour d'un enfant, pour l'aider à s'épanouir. Allô? Allô? Viens dire bonjour, vite, vite. Viens dire bonjour. Mais après ça, tu y vas, OK? Dis bonjour. Bonjour. Allô, toi? Curieuse, bye! Ferme la porte, mon Des amour. special guests Aéronocap, on adore ça. Mais en effet, c'est toujours le village pour élever un enfant, puis l'enfant qui va t'abonner par son village, il ne faut pas que justement qu'il revienne pour le brûler parce que ce serait dommage. Puis c'est important pour moi aussi d'aborder ça avec toi parce que on va se dire, si je me permets de rentrer, de dire les vraies affaires dans ton milieu, c'est difficile déjà dans ce monde actuel d'être une femme. C'est difficile justement avec, tu as été une femme dans un milieu masculin et qui a vécu beaucoup justement d'événements qui peuvent être considérés traumatisantes. Quel est le conseil que tu donnes justement pour ces jeunes filles? Beaucoup de la DPJ, des centres jeunesse, c'est quoi comment tu peux amener ça à passer le tap? Tu es responsable de ta vie. Oui, tu n'as pas choisi, tu n'as pas écrit les premiers chapitres de ton livre, mais tu peux écrire par contre la suite. C'est toi qui vas décider qu'est-ce que tu mets dans ton livre. Qu'est-ce que tu as envie de mettre toi pour ta vie à toi? Parce que ta plus grande victoire à toi dans ta vie, là, c'est de réussir, c'est d'être heureuse. Il n'y a pas personne, malheureusement, qui va le faire à ta place. Puis pour ça, moi, je les encourage énormément. C'est sûr que je crois beaucoup à l'éducation. À chaque fois que je leur parle, je leur explique pourquoi c'est important d'avoir au minimum un diplôme d'études secondaires, de travailler fort, de se créer un beau réseau aussi, parce que tu le sais, c'est au cégep, à l'université, qu'on apprend aussi. On apprend à socialiser, c'est là qu'on se fait nos meilleurs amis, souvent des amis qu'on va avoir pour la vie, qu'on apprend aussi, qu'on apprend des valeurs. Nos valeurs, nos idéologies, oui. Et je dis souvent aux jeunes femmes, le plus beau cadeau que tu peux te faire, c'est ton indépendance financière. D'étudier parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont vulnérables parce qu'elles n'ont pas cette indépendance-là. Et quand tu es indépendante financièrement, ça veut dire que tu ne seras jamais obligé de rester dans un contexte de violence. Tu vas toujours pouvoir faire le choix de partir. On voit qu'il y a beaucoup de femmes qui, malheureusement, n'ont pas beaucoup d'éducation, elles ont des enfants et là, elles sont coincées dans une relation violente, elles ne peuvent pas partir. Elles vont faire comment pour payer le loyer? Elles vont faire comment pour faire vivre les enfants? Tu as tellement raison. Elles sont coincées. Donc, moi, je leur dis, fais-toi un plan, va à l'école, ça devrait être ta priorité et va chercher cette indépendance-là et va chercher de l'aide. Il y en a de l'aide, il y en a. Va chercher l'aide dont tu as besoin. On ne peut pas s'en sortir tout seul. C'est impossible. Moi, si les gens ne m'avaient pas aidé, s'il n'y a pas des gens qui m'avaient tendu la main, si je n'avais pas accepté de prendre la main aussi, parce que ça, c'est important. Oh ben oui. C'est accepter de se faire aider, exact. Pas facile, on a du mal à faire confiance. Bien, il faut faire ça. C'est la seule voie possible pour réussir. Puis je le martèle, puis j'y crois. Puis c'est pour ça qu'avec la Fondation, on travaille vraiment fort en ce moment pour développer des programmes de tutorat parce qu'on veut que les jeunes aillent à l'école. On veut améliorer les statistiques. Moi, le 17%, à chaque fois que j'en parle, ça m'enrage. C'est pas normal que nos enfants du système n'ont pas d'éducation. On leur donne quoi comme chance dans la vie? Non. Il faut qu'on améliore cette statistique-là, c'est urgent. Oui. Et on va voir avec la Fondation comment on peut faire notre part. Le gouvernement aussi, bien sûr, va devoir faire sa part. On doit améliorer les programmes scolaires pour ces enfants-là. Bien sûr. Mais c'est ça que je leur dis, en gros. Plein d'autres affaires. J'ai Ben des super belles discussions avec elles. Mais c'est ça, exact.
Non, mais c'est des super belles choses à dire, justement, comme des fois, ça prend ces modèles-là, des fois, ça prend des gens qui leur ressemblent. Moi, beaucoup de gens me l'ont dit, c'est Steven, tu nous ressembles. Puis des fois, c'est même pas le savoir, c'est vraiment chercher. Chaque enfant est différent, mais dans un ensemble, beaucoup on demande la même chose, c'est se faire aimer. Beaucoup, beaucoup, puis accepter de se faire aimer et être capable d'aimer aussi. Et c'est quand un enfant peut perdre ce moyen-là, là, ça peut causer des conséquences tellement graves, tellement néfastes pour son développement, c'est fou. Puis ça me demande à te demander, mais toi, avec, comme je sais que tu as fait des familles d'accueil, mais comme pour les gens, en ce moment, tu entends en parler que les gens, justement, sont épuisés dans la relation d'aide, nos éducateurs, nos enseignantes, nos travailleurs sociaux sont épuisés. Mais est-ce que ces gens-là ont eu cet impact-là sur toi, positivement? Ben tellement, mais tellement. Puis tu sais, je le dis souvent, ben moi mes héros, je les dis souvent, moi mes héros, c'est les éducateurs. Tu sais, moi, mes héros, c'est c'est les familles d'accueil. D'ailleurs, je le dis dans le livre, je dédie le livre aux éducateurs, aux intervenants, parce qu'ils font un travail remarquable, ils sauvent des vies. C'est moi, j'ai été chanceuse, j'ai eu 2 fois la même famille d'accueil. Wow! C'est Rosémée, j'en parle dans le livre. Puis, tu sais, Rosémée, elle m'a sauvé la vie. Mais Rosémée, quand je dis là, aux filles qu'elles sont responsables de leur vie, moi, Rosémée, à 15 ans, me regardait dans le blanc des yeux, puis elle m'a dit, Nancy, il n'y a pas personne qui va s'occuper de toi. Là. À partir de maintenant, là, tu es toute seule avec toi-même. Ouais, Donc, comme on dit, il n'y a là, pas. get your shit together, puis Exactement. yeah. Exactement. C'est toi qui vas décider à partir de maintenant où tu t'en vas. Il n'y a pas personne qui va le faire à ta place. Fait que ça, elle m'a brassée, mais en même temps, elle le faisait toujours avec respect. Oui, Donc, du tough love qu'on ouais, appelle. exact. Et puis, j'avais besoin de tough love, mais ces gens-là, pour moi, je suis hyper reconnaissante. Et c'est l'intervenante aussi en centre jeunesse à qui j'ai dit si je reste ici, je vais mourir. Ouais. Donc, il faut que tu appelles Rosémée. Il faut que tu demandes à Rosémée de me reprendre. Puis, elle l'a appelée. Puis, Rosémée a dit oui, je vais la reprendre. C'est des gens qui ont une écoute aussi. Parce que les jeunes qui ont souffert ont besoin d'écoute, beaucoup. Tu parles de une des plus grandes libertés pour moi, honnêtement, très honnêtement, surtout en 2021, là, la liberté financière. C'est tellement quelque chose de beaucoup que je trouve que les jeunes ou plus jeunes devraient, mais nous femmes, nous personnes des communautés ethniques, n'importe qui devrait être Oui, conscient, totalement conscient de c'est une liberté importante d'avoir cette liberté incroyable. financière. Oui, Savoir, surtout de plus en plus, même si tu veux te prendre un cours, demander comment tu veux réinvestir, etc., comment avoir ton argent en sécurité, pas dépenser pour rien, ce serait l'idéal pour nos jeunes. Beaucoup de nos jeunes aussi, que comme des fois, ils ont l'intérêt, ils sont tellement une intelligence, c'est juste qu'on leur a jamais été capable de les canaliser dans des bonnes choses, mais qui sont tellement brillants, des perles. oui. Euh, Puis avoir ça, je le dis souvent à mes jeunes, c'est si vous pouvez avoir, like, get your money, comme je le dis, là, ce sera la meilleure chose pour vous quand vous allez sortir, quand vous allez devoir vous payer des choses. Si vous êtes dans une situation où vous êtes inconfortable, c'est la plus belle chose que vous pouvez avoir pour vous. Vraiment, pour vous, c'est la Il y a plus belle. beaucoup de corps de métier, tu le sais, au Québec, il y a beaucoup de pénuries, il y a il y a plein de corps d'emploi où On on manque. manque d'employés. C'est des emplois qui sont hyper valorisants, c'est des emplois qui sont payants. Je dis aux gens, prenez le temps de vous asseoir. Je dis aux jeunes, prenez le temps d'aller voir un orienteur, de voir c'est quoi les emplois qui sont à votre portée, qu'est-ce que vous pouvez faire. Puis moi, là, je suis pas. Moi, je ne pense pas qu'on est obligé dans la vie d'avoir un bac. On n'est pas, c'est pas Exact. vrai. Tu sais, moi, je pense qu'on peut. Il y a des super bons DEP, il y a plein de bons emplois. Claire, il faut que tu aimes ce que tu fais aussi. C'est tellement Oui, c'est important. sûr, c'est sûr. Mais il y a plein de belles possibilités. Prenez le temps de voir c'est quoi toutes les avenues qui sont à votre portée. Mais ça devrait être votre priorité numéro un parce que la vérité, si on est honnête avec eux, c'est pas, tu sais, quand on n'a pas de parents pour nous soutenir, Exact. il n'y a pas personne qui va payer ton appartement. Non. Il n'y a pas personne qui va payer tes factures, ton épicerie. Donc, toi, par rapport au petit gars au coin de la rue qui son père paye ses études, va l'aider à payer son appartement, toi, tu n'auras pas ça. Donc, la Mais vérité, tu c'est peux te que toi, préparer à ça. mais tu peux te préparer à ça. Mais au bout du compte,
tu vas finir gagnant. Tu ne le sais pas encore. Non. Mais tu vas finir gagnant parce que tout ce que tu vas avoir surmonté, ça va faire de toi une personne tellement forte. Hein, wow, preach, Nancy, là, wow. Et il va avoir... puis je viens émue quand je dis ça parce que c'est vrai, il n'y aura rien à ton épreuve. Non. Parce que le plus dur, tu l'as déjà tout traversé. La vie, elle t'a déjà mis tellement d'épreuves sur ton chemin. Relève la tête, puis fonce dans le tas. Il n'y aura plus jamais rien de pire que ça. Tu comprends? Tu vas être un dur, tu vas être une dure, puis tu vas réussir dans la vie parce que tu vas être fait plus fort que les autres. Exact. C'est vraiment... Oui, non, mais c'est vrai, tellement vrai. Comme... Puis les gens, des fois, je comprends, c'est comme ça que notre système nous a éduqués à être beaucoup, puis c'est très comme... C'est tellement, des fois, les gens, ça les rend timides, c'est intimidant, mais c'est juste parce qu'on ne les aura pas, des fois, montrés, éduqués là-dessus, mais c'est juste une éducation, c'est juste une conversation, c'est pas un tabou. C'est vraiment pouvoir en parler comme dans le temps. Moi, ma jeunesse, mon adolescence, faire un DEP, c'est une honte, alors qu'en grandissant, puis je le montre à mes jeunes, il n'y a aucune honte, il n'y a aucun malaise, c'est des possibilités qui font en sorte que le système scolaire qu'on dit normal n'est pas fait pour tous, mais tu peux faire autre chose que tu aimes et accéder au même point que n'importe qui. Je connais des gens qui ont un diplôme universitaire qui font pas mal moins d'argent que des gens qui ont un DEP. Là. Exactement. Le nombre d'années d'études n'a pas toujours rapport avec le Aucunement. salaire que tu fais dans la vie. Puis tu sais, si tu deviens plombier et que tu décides que tu pars ta propre business, exact. Tu peux faire facilement tu dis, mais avec un bon salaire. Ça donne une équivalence. Puis tu sais quoi, j'aimerais aller au HEC pour connaître plus de commerce. Ben vas-y, si tu peux vas-y. En plus, tu auras des connaissances de plancher. Tu le sais c'est quoi travailler. Tu le sais comment ça fonctionne. Tu veux chercher des trucs de plus, c'est fait juste ouvrir des portes. Et je suis content que notre Québec, de plus en plus, normalise ses visions. Puis tranquillement, on va nous aider, nos jeunes, avec ça, parce que je trouve, comme tu dis, que la liberté financière est une importance incroyable, surtout pour nos jeunes, etc. Puis leur apprendre à prendre soin de leur santé mentale, parce que c'est encore tabou. Puis un ne va pas sans l'autre. La liberté financière, la liberté d'être bien dans sa peau puis de prendre soin de sa tête, il n'y a aucune honte à ça. On prend soin de notre santé, souvent physique, mais on ne prend pas soin de notre santé mentale. Puis c'est quand même primordial qu'on a traversé des choses difficiles de faire, d'aller obtenir l'aide dont on a besoin pour être bien dans notre peau. Donc, leur dire qu'il n'y a pas de problème avec ça. Je me suis promis de te poser la question parce que je l'ai lu. Puis je me suis dit, quand je vais la rencontrer, je vais te poser la question parce que c'est important pour moi que tu nous l'expliques si tu as une réponse. Avec tout ce que tu dis, tu nous parles justement du pardon, qu'à un moment donné, il faut qu'on se regarde, qu'on est capable d'avancer. Accepter la souffrance, oui, tu ne la refuses pas, mais on l'accepte, puis on évolue. Mais comment pour toi, comment tu pourrais m'expliquer comment accepter le pardon? Vu que toi, tu l'as fait, tu es passé, si je peux me permettre, pourquoi l'importance du pardon pour toi, Nancy? Parce que c'est difficile d'être heureux si on ne pardonne pas. Parce que quand on vit avec du ressentiment dans le cœur puis de la colère, on n'est jamais bien dans notre peau. On ne dort pas bien. T'sais, on se couche le soir et on a toujours de la colère dans le cœur, puis c'est pas bon. C'est difficile aussi quand quand on a de la rancune dans le cœur, d'avoir des bonnes relations aussi avec les autres. Et on se rend compte un jour que le pardon, on ne le fait pas pour l'autre, on le fait pour nous-mêmes. Wow, ouais. On le fait pour nous. Ça n'a pas rapport à l'autre. L'autre, ça lui appartient. Ses gestes, ce que fait, ça lui appartient. C'est lui qui dort avec ça le soir. Nous, on ne dort pas avec ça. Donc, pour nous, pour être bien, il faut pardonner. Il faut dire ça t'appartient à toi. La honte, c'est plus à moi, c'est à toi la honte. Ça t'appartient à toi. Puis moi, j'ai fait ce travail-là, puis je te dirais que depuis que j'ai pardonné, je me sens tellement mieux. Ça a été une libération totale dans ma vie. C'est pas facile encore là. C'est un processus qui est long, qui est complexe, mais
Par contre, ce que je dis aussi aux gens, c'est qu'il faut faire attention parce que le pardon, ça ne veut pas dire nécessairement être en contact avec la personne qui nous a fait du mal, Oh, OK. qui nous a battus. Ou je remarque qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui maintiennent des relations très toxiques dans leur vie parce que on les fait sentir, ils vont se sentir coupables de couper le lien pour toutes sortes de raisons, que ce soit Ouais. avec un cousin, un frère, une sœur, un ami, des fois une relation Mhm. amoureuse, un père, une relation qui est très, très toxique, qui leur empoisonne la vie carrément. Des personnes qui, à chaque fois que tu vois cette personne-là, la personne te tire constamment vers le bas, fait en sorte que tu es 2, 3 semaines à te sentir mal, à ne pas dormir, à faire de l'insomnie, à faire de l'anxiété, Ouais. parce que cette personne-là a développé une relation tellement malsaine avec toi. Donc, il faut être capable un jour de dire, tu sais quoi, pour moi, pour mon bonheur à moi, oui, je te pardonne, mais je coupe les ponts. Je coupe les ponts et parce que c'est essentiel pour me bâtir une Exact. C'est une vie décision que je prends pour moi. Voilà. pour moi. Et moi, je trouve qu'il y a encore un tabou par rapport à ça, à ces décisions-là. Puis il y a des gens qui vont essayer de te faire sentir coupable. Ah ben non, mais tu peux pas, c'est ta mère ou c'est ton. Mais moi, je pense que non, tu ne peux pas culpabiliser quelqu'un qui prend une décision aussi importante pour son bien-être. Si c'est une relation qui, effectivement, le fait souffrir, mais énormément souffrir depuis des années, puis que ça semble évident que la relation ne va pas évoluer, que la Mhm. personne ne va pas changer, même si tu as tout essayé, il faut prendre cette décision-là qui est courageuse, mais partir la tête tranquille, par contre, la tête et le cœur tranquille. Ben oui. Et j'explique ça beaucoup au monde qui, des fois, ont peur des familles d'accueil. Tu sais, moi, je travaille beaucoup avec les communautés inuites, alors l'adoption, famille d'accueil sont des. Ce n'est pas tabou, c'est la norme, c'est normal, c'est la normalité. Puis j'explique beaucoup à du monde, vous voyez, l'amour n'est pas nécessairement de sang. L'amour, oui, le sang, c'est biologique, c'est scientifique, on peut transmettre la vie par nos gènes, notre ADN, etc. On crée la vie. Mais l'amour fort qui tient des personnes n'est pas nécessairement ça parce que ça peut être aussi destructeur. Ça peut être aussi les plus belles choses du monde, mais l'amour, c'est qu'est-ce que tu décides que ce soit chez toi et que ce chez toi-là t'accueille. Comme tu as connu une famille d'accueil qui a été merveilleuse avec toi, que ça t'a pris, pourtant, c'est aucun lien de sang avec toi. Pour toi, c'est phénoménal, puis c'est correct. C'est pas anormal. On peut C'est- choisir notre famille. Oui, exactement. Moi, c'est ça. Moi, j'ai choisi ma famille. En fait, je dis ça, elle est arrivée dans ma vie totalement par hasard, Mais tu mais l'as accepté, c'est ça, je l'ai voilà. accepté. Puis écoute, la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Là. Aujourd'hui, cette famille-là, c'est ma famille. Exact. C'est la famille de ma fille. C'est les grands-parents Wow. de ma fille. On est super proches. Là. On est vraiment proches. Puis, je vois pas comment, on n'a pas de lien de sang, mais je vois pas comment on peut être plus proche, mettons. Exact. Ma mère adoptive, je l'appelle Mom. Ma mère était là quand j'ai accouché de ma fille, elle était à côté de moi, elle me tenait la main. C'était un super beau moment. Et je pense qu'on peut vivre ces moments-là. On peut choisir d'avoir des beaux êtres humains dans notre vie. Puis encore là, c'est ce que je dis aux jeunes. Tu es responsable de tes choix. C'est toi qui décides qui tu laisses entrer dans ta vie. Quel genre de personne tu as envie d'avoir dans ta vie? Exact. Quel genre de modèle tu veux? Et si ça te Pense-y fait comme pas il ton faut. affaire, tu peux les sortir. Oui, tu peux, mais choisis comme il faut. Mm. Des fois, il vaut mieux avoir un petit peu moins d'amis, mais des amis de qualité, des gens qui vont vraiment être là pour toi. Puis même des fois, des modèles plus vieux, c'est important d'avoir des modèles plus vieux, des modèles positifs. Mhm. Choisis-toi des modèles. Ça peut être un enseignant, ça peut être un coach de soccer, un coach de basket, ça peut être un éducateur, un intervenant. Choisis-toi un beau modèle positif, puis grandis, accepte de grandir avec cette personne-là. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Wow, j'aime beaucoup ça. J'ai le rôle justement de grand frère, petit frère, petite soeur, grande soeur. Là, c'est vraiment beaucoup dans. Tu sais que je suis grande sœur, moi. Hein? En Moi, je suis grande plus! sœur. Oui, je suis grande sœur de deux petits Ivoiriens. Ben, je dis deux petits. Ça fait 8 ans, ils sont plus trop petits, on va dire. Il y avait 6 ans et 8 ans quand j'ai commencé. Donc là, ils ont 14 et le plus vieux, il vient d'avoir 17 ans d'ailleurs. What?
OK, ils Puis sont là, plus petits, cette là. année, non, cette année, il m'a dépassé. Puis là, j'ai dit que ça me faisait bien de la peine qu'il me dépasse parce que on est très proches, on est vraiment très proches. Puis tu sais, il me semble quand tu étais petit, tu sais, que je te prenais dans mes bras et tout. Donc, je Ah, suis très c'est fière. tellement Je suis cute. très, très fière d'eux. Je les aime, ben, je pense qu'ils le savent, là. D'ailleurs, je parle d'eux dans le livre, je raconte notre rencontre Mhm. totalement par hasard dans une ruelle à quelque part. Il était tout seul, il était là, je ne comprenais pas ce qu'il faisait là, il n'y avait rien pour jouer. Puis j'ai commencé à arrêter du jour au lendemain pour jouer au basket puis au soccer avec eux. Exact. Puis écoute, cette relation-là finalement a évolué. 8 ans plus tard, on est très, très proches. Là, en pandémie, c'est difficile. C'est très difficile. Je Mhm. m'ennuie beaucoup d'eux. On arrive à faire des trucs dehors. Le plus vieux, c'était sa fête il n'y a pas longtemps. On est allé faire quelque chose de spécial pour son anniversaire. Mais ça, moi, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup. Et puis, je parraine aussi 2 jeunes de la DPJ. Une qui est sortie il y a 1 an et puis Oh. une autre qui est maintenant sortie du centre de réadaptation. Une Inuit, d'ailleurs. Oh ouais! Oui, oui, qui est sortie du centre de réadaptation, qui est dans un foyer de groupe Ah ouais! depuis quelques mois. Ça se passe super bien. Je suis tellement Elle est, content. elle est écœurante. J'adore tellement cette communauté, c'est Je incroyable. l'aime, je l'aime d'amour. Ouais, je l'aime. Je suis totalement impressionnée par cette jeune femme-là, par son évolution. Puis c'est vraiment une jeune femme qui s'est prise en main puis qui a décidé justement de... Voir quelqu'un progresser est tellement une belle chose. C'est comme, Incroyable, hein? c'est, voir quelqu'un Ouais, évoluer positivement, là, c'est tellement comme une des oui. plus belles choses. Puis c'est même pas il y a rien entre jeunes, entre adultes, il y a rien. Un adulte qui progresse, c'est tellement beau aussi. C'est pas une compétition, c'est juste un échange tellement beau Ouais. de voir ça. Mm. Il faut plus valoriser ça. C'est Mm. incroyable. Puis quand on est Mais, bien dans notre peau, on est capable de se réjouir pour les ben autres, oui. du succès des autres. Tu sais, on Puis n'est se pas dire que ça va être jaloux, mon on n'est pas... tour, c'est correct. Si c'est pas mon Ouais. tour maintenant, je vais Mm. apprécier comment les autres évoluent comme il faut aussi. Exactement. Exactement. Mm. Wow. Mais Nancy, il faut aussi que je te pose ces questions-là. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Comme ça, en gros, là aussi, c'est pour mon pur plaisir à moi. C'est qui que tu as aimé interviewer le plus? Quelle est ta meilleure interview en termes d'athlète? Tu peux en nommer une coupe et pourquoi? Si tu as des anecdotes, là, let's go! Georges Saint-Pierre, Ah ouais! c'est parce que Georges, on est passé en 11 ans, tu sais, je l'ai vu traverser, se remettre de ses 2 blessures au genou. Mhm. Je l'ai vu souffrir comme un fou pour revenir. J'étais là à son retour. Et c'est parti de, je ne suis pas sûre, tu sais, que tu connais ça. Puis, tu sais, quand on faisait des entrevues, au début, je le voyais un peu. C'est parti à ça, un jour, il m'a dit, Nancy, t'es une foutue bonne journaliste. Puis il dit, à Mhm. chaque fois que je m'assois en avant de toi, je suis un peu stressée parce que je sais que tu vas me poser des questions. Attends, le grand JSP est stressé en te voyant en entrevue. C'est drôle, hein? Mais c'est C'est parce que trop drôle. avant que j'avais. Tu sais, j'ai fait des entrevues avec lui pendant 11 ans, puis j'essayais toujours de le sortir de sa zone de confort, dans le sens que j'écoutais toutes les entrevues qu'il avait données dans les semaines avant parce que je ne voulais pas, lui reposer les mêmes questions. C'est sûr que Mhm. des fois, je n'avais pas le choix, Exact. mais j'essayais toujours d'y poser la question qui tue, tu sais, la question qui allait être difficile pour lui de répondre par rapport à ses liens avec Dana White, par rapport au sport en général, par rapport au dopage, par rapport à plein de trucs, par rapport à son ralentissement à un moment donné. On le voyait qu'il Mhm. avait ralenti, qu'il recevait plus de coups. Est-ce qu'il était inquiet par rapport à ça? Puis il me disait, quand tu es en avant de moi, puis là, il dit, j'arrive à contourner, mais je sais que tu reviens encore par en arrière d'une autre façon, fait qu'il faut que je me surveille. Mais j'avais dit, Georges, c'est la plus belle chose que tu peux me dire, comme parce que je sais que tu as rencontré mon Dieu, des dizaines, pour ne pas dire des centaines de journalistes dans ta carrière. Donc, si toi, Exact. tu me dis ça, regarde, moi, là, that's it. Il n'y a pas rien que tu peux me dire de plus gentil qui me fait plus plaisir. Puis je me prépare, même 11 ans plus tard, je me prépare toujours avec la même rigueur quand je m'assois devant toi. Puis ça paraît, mais je ne voulais pas jamais qu'il ait l'impression de se répéter. Puis en même temps, je voulais un peu le provoquer. Puis je Ben oui. voulais
sortir quelque chose d'intéressant des interviews, tu sais. Mais écoute, j'en ai fait. Tu sais, j'ai rencontré Kobe Bryant, j'ai Oui, rencontré mais j'allais LeBron te James. demander comment il est, comment il était. Ça a pas été. Ben, Kobe a été super sympathique, c'était super le fun. Il trouvait ça donc cute, mon accent francophone. LeBron, il était jeune, c'était en 2008 à Pékin. Wow, ok, c'est après OK, Jeux Olympiques, après sa première finale de NBA. Wow. Donc, il était. Écoute, je me souviens juste qu'il m'avait dit attends 5 minutes. Il s'est couché à terre, il avait ses écouteurs sur les oreilles, puis il me faisait une toune, il chantait super fort. Puis j'étais comme Ah ouais, hello, sur son rituel à LeBron. je suis là, je suis à côté. Et puis il riait, tu sais, puis il m'a chanté pendant 5 minutes. On a filmé, c'était super drôle, c'était hilarant les images. Puis l'entrevue, je te dirais que j'avais appris le matin que j'y allais. Je n'avais pas eu beaucoup de préparation. Et je m'étais dit, je vais essayer de me préparer 2, 3 bonnes questions. Tu Ouais, sais, ouais. j'ai fait des questions originales, puis il me répondait 2, 3 phrases. Ça donnait du mal, mais c'était vraiment pas ma meilleure entrevue. Mais c'était quand même bien spécial. Moi qui avais été joueuse de basket, de rencontrer LeBron et Kobe dans le même 20 minutes, en fait. Ça s'est passé dans le même 20 minutes. C'était une belle expérience. Sinon, j'ai rencontré des boxeurs. Ouais, nous locaux, là. Oui. Les gens Pascal, qu'est-ce qui se passe? Surtout avec qu'est-ce qu'ils partagent ces temps-ci sur l'identité québécoise et le statut qu'il a, là. Ça m'a tellement fait comme, waouh! C'est fou quand il dit que peu importe qu'est-ce que je fais, c'est difficile d'être reconnu au Québec. Pourtant, c'est un homme qui s'est tatoué la fleur de lys dans le cœur, là. C'est tellement un Québécois fier. Puis voir Jean-Pascal dire ça, ça a tellement, moi, dans ma tête, dire, waouh, si lui dit ça, c'est fou. C'est. Ça fait de la peine. J'ai connu super bien. Tu sais, Jean, c'est quelqu'un, j'ai son cellulaire, je peux l'appeler n'importe quand. Jean, c'est un des seuls qui m'appelait à Noël pour me souhaiter Joyeux Noël. Je trouve ça bien cute. J'ai eu beaucoup de chance de, tu Tu sais, sais, quand Jean-Pascal peut t'appeler pour te souhaiter Joyeux Noël. Genre, ben, waouh. non, mais c'est parce que j'avais raté son appel, puis il m'avait appelé comme genre le Quand 25 toi, décembre. quand toi, tu 25 peux ou rater 27 décembre, l'appel de j'étais comme, Jean-Pascal. je fais, voyons, qu'est-ce qu'il me veut, Jean? Pourquoi qu'il m'appelle à Noël? Puis là, j'avais pris le message, puis j'étais comme, salut Nancy, c'est Jean, c'était pour te souhaiter joyeux Noël. Mais voyons donc, lui, il est donc bien drôle, tu sais. Mais tu sais, j'ai développé des liens de confiance avec Adonis Stevenson, avec Jean-Pascal, avec David Lemieux, avec Luciane Buté, Jeanne avec Boutet. tous les gars, Arthur Beterbiev. Je te dirais que ma plus grande victoire ici au Québec, c'est Arthur Beterbiev. Parce que Ah quand je suis ouais. arrivée, c'est parce que Arthur, qui est tchétchène, qui est musulman pratiquant, je pense que la première fois que je suis arrivée devant lui, il ne comprenait pas une femme journaliste, il ne comprenait pas une femme qui couvre la boxe. Il Wow. était complètement confus, mais froid d'une froideur, un bloc de glace. J'avais beau essayer d'y poser des bonnes questions, d'y montrer que je connaissais quand même bien mon travail. Il était difficile d'approche. Je te dis, là, ça a été tellement difficile. Et je suis passée de, pendant 1 an, 2 ans, très difficile, à quand il est devenu champion du monde, son agent me dit, tu es la seule personne qui va laisser entrer dans sa maison. Il t'attend à 11 heures, sa femme va être là, ses 4 enfants. Il veut que tu viennes faire un reportage avec lui dans sa maison, avec sa famille. J'étais comme, wow, OK. J'ai Wow. débarqué chez lui. Ils m'ont accueilli avec tellement de gentillesse. C'était tellement beau ce moment-là où son petit garçon qui parle français, il va à l'école francophone. C'était le fun parce qu'avec Arthur, je n'ai jamais parlé français. On se parle en anglais. Il essaie, mais c'est difficile pour lui. Mais tu sais, depuis là, son fils qui était tellement fier d'avoir sa ceinture dans les mains puis qui me discutait, puis ça a été un beau moment. Puis après, Arthur, un jour, je l'ai croisé, puis il m'a dit, Nancy, quand tu vas avoir une entrevue, prends mon numéro de cellulaire, puis appelle-moi directement. J'aime mieux ça OK. que tu es obligé de passer par mon agent qui appelle mon coach qui m'appelle. Tu sais, appelle-moi directement, texte-moi, puis moi te le dire quand je suis au gym, quand je suis disponible.
Puis maintenant, on rit là, quand on se voit, on rigole comme des fous. Il a un Wow! sens de l'humour extraordinaire. À chaque fois, lui, il s'amuse à me faire des peurs. Là. À chaque fois que je suis au gym, s'il voit que je suis de dos, il va essayer de me hurler dans l'oreille, me faire le saut. C'est un gars qui joue beaucoup, beaucoup de tours. Mais je te dirais que pour moi, ça a été ma victoire d'arriver à gagner sa Ben confiance. oui. De montrer persévérante envers lui, puis de revenir, justement, tu dis, d'année en année, en entrevue avec. Puis de ne pas laisser aussi... je suis consciente que quand un gars a grandi en Tchétchénie avec un dirigeant qui est assez particulier, qui a une vie qui est à des années-lumière de la vie que moi j'ai eue, de jamais tomber dans le jugement, d'essayer de comprendre, puis de me dire, ben, peut-être qu'un jour, il va comprendre, que ben, pourquoi je fais ce métier-là. Il va bien voir à un moment donné, après 1 an, 2 ans, 3 ans, puis que quand j'arrive devant lui, je suis bien préparée. Puis non, finalement, écoute, on s'entend vraiment, vraiment bien. Là, ça, pour moi, ça a été une belle victoire, je te dirais. J'ai découvert un être humain surprenant. Puis lui aussi a beaucoup évolué. Autant il était fermé au début, c'est plus le même homme. Là. Non, exact. C'est plus c'est toujours le bloc de glace, oui, c'est sûr, mais moins froid. Je te dis qu'il mérite d'être connu. Vraiment, en tant qu'homme, en tant qu'il a une super belle personnalité. C'est sûr que quand il rentre dans un ring, il se transforme en monstre. Oui, c'est ça. On lui donne le Mais droit de le faire. Vas-y, à fond. il affronte les meilleurs boxeurs au monde. Exact. Moi aussi, je pense que j'aimerais me transformer en monstre si j'affrontais les top of the top. Exact. Non, c'est ça qu'on veut. Puis, wow, tu as touché tellement de grandes personnes on les, entre parenthèses, idolâtres tellement grand, là, Serena Williams, là, jusqu'à être enceinte, avoir accouché et revenir en top. Elle est incroyable. Incroyable. Ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme-là. Vraiment. Moi, je n'ai jamais pris de photos avec les athlètes. Très, très peu. Je pense très peu. C'est vraiment très peu, ouais. Moi, je ne fais jamais ça. C'était contre mon éthique journalistique. Je n'étais pas là pour prendre des selfies, je n'étais pas là pour prendre des photos. J'étais vraiment là pour faire mon travail. On allait devoir être prise au filmer. sérieux. Exact. Ouais. J'ai quelques exceptions, mon Dieu, c'est rare. J'ai Bernard Hopkins, mais c'est quelqu'un qui a pris la photo. Je pense que j'ai pris 2 photos dans ma vie, vraiment. Et il y en a une, c'est avec Felipe Alou. Oh, ouais. Mais il y a 3 ans, là. OK, c'est ça. J'ai pris la photo pour mon père, qui adore Felipe. C'était vraiment pour lui. Puis, tu sais, non, Légende. je voulais pas, tu sais, ouais, c'est une légende. Moi, j'aime beaucoup rencontrer les légendes, là. Ben oui. Par ailleurs, je te dirais que la fois où j'ai été le plus impressionnée dans toute ma carrière, c'est quand j'ai rencontré Jean Béliveau. Cet homme-là, pour moi, c'est plus grand que nature. Je l'ai rencontré même plusieurs fois. J'ai été super chanceuse. J'ai pu discuter avec. Mais tu sais, j'ai rencontré un gars comme Floyd Mayweather. J'ai fait une entrevue avec lui. Le grand Floyd. Le grand Floyd, qui est une drôle de bébite. Qui est exactement. Qui est un culte à lui-même. Mais tu sais, pour moi, Serena, elle est en haut, en haut, en haut. Pour toutes sortes de raisons, ce serait là. On pourrait parler de Serena juste pendant 15 minutes, mais tout ce qu'elle a traversé en tant que femme noire. Oui. De Compton. À quel point il a manqué de respect souvent, mais qu'elle s'est toujours servi de ça comme source de motivation pour rester au sommet, pour rester la meilleure. Il y a des gens qui le reconnaissent, mais je pense qu'elle n'a jamais eu le respect qu'elle devait avoir. Là, oui. Ça n'a aucun sens. Si tu là, quand les gens savent, elle est Vénus, là, sa sœur, là, tout ce qu'elles ont dû vivre là pour. Incroyable. Incroyable. Je suis très admirative de ces femmes-là, pas juste en tant qu'athlète, en tant que femme, puis tout ce qu'elles ont traversé pour se rendre jusque-là, puis se maintenir à ce niveau-là, ça n'a aucun sens. C'est incroyable. C'est ça, j'étais vraiment contente de... Ouais, c'est ça. Ça, c'est des vraies héroïnes. Vraiment. Ah non, t'en es une aussi. Là, on s'entendait absolument rien. Absolument rien. Mais wow, merci beaucoup, Nancy. Honnêtement, merci pour cette entrevue. J'adore comment l'échange se fait. Ton histoire, justement,
je conseille à tout le monde de vous procurer le livre de Nancy Audet, Plus jamais la honte, le parcours improbable d'une petite poquée. C'est déchirant, mais à la fois touchant à lire ça et pour connaître plus sur toi aussi, effectivement, mais aussi connaître l'impact que tu as pour nos jeunes filles, nos jeunes garçons des centres jeunesse, de la DPJ qui vivent leur enfer personnel et que nous, on peut les aider à avoir l'impact justement de changer leur vie, même si c'est une personne à la fois, un jeune à la fois, mais ce sera ça, mais c'est possible. Exactement. C'est toujours ce que je dis. Si j'en aide un, ça va être un. Si c'est 3, tant mieux. Si c'est 10, ça va être extraordinaire. Exact. C'est ça. Mais toi aussi, merci pour ce que tu fais. Non, mais c'est pas facile de partir là-bas, d'aller travailler, de t'éloigner de ton réseau. Tu sais, faut avoir un grand cœur. Il faut avoir un cœur en or. Il faut le faire pour les bonnes raisons. Oui, Puis, c'est tout ça. mais je suis sûre que ces jeunes-là t'apportent autant que toi, tu leur Ah, apportes. tellement. C'est une histoire d'amour incroyable. Là. Comme je dis, je dis toujours, par exemple, là-bas, il faut mettre les pieds. Le Nord ne s'explique pas, ça se vit. C'est vraiment une expérience de fou parce que je dis toujours, je suis haïtien d'origine. Le Nord, 1% des Québécois ont mis les pieds dans le Nunavut, qui représente quasiment 33% du territoire québécois. Mais c'est que c'est des gens là, qui étaient là, puis c'est les seules personnes qu'on dit qui viennent pas de chez eux. C'est tellement difficile le traumatisme générationnel, mais pourtant, comme on dit, c'est pas l'autre côté de la rivière, l'océan, là, c'est au Québec, là, c'est au-dessus de nous. Alors, c'est pour ça que je me dédie tellement à la cause Inuit et autres peuples des Premières Nations Inuit autochtones. Là, ça me touche beaucoup au Québec. J'espère bien. Merci de faire la différence à ta façon. Tu sais que ma fille porte un nom haïtien, un prénom haïtien. Ah ouais? Lona? Ben oui, ma fille Ah ben s'appelle oui, Lona. ben oui. Mais quand tu as dit... Je vais te laisser découvrir dans le livre. Ben oui, clairement, pourquoi. la signification. Mais parce que quand tu as dit Aimé pour ta famille d'accueil, Aimé, c'est un grand nom de famille haïtien. Là, je me suis demandé si ta famille d'accueil était... Non, Rosemée était québécoise. Ok, c'est bon. Mais moi, mon père spirituel est haïtien. Mon Ah, père ok. spirituel, c'est Ulrich Chérubin, qui est l'ancien maire de ma ville natale, Amos, qui était mon professeur de religion en secondaire 1. Ulrich Chérubin, c'était mon père spirituel. Puis, tu sais, je dis ça, il est décédé il y a quelques années, malheureusement. Puis, je te dirais que j'ai pas encore fait mon deuil. Là. Wow. Il me manque énormément. Mais, tu sais, c'est encore mon père spirituel aujourd'hui. Il va l'être jusqu'à la fin de mes jours. Tu vas le lire dans le livre, mais c'était l'homme que j'ai rencontré qui aimait le plus les autres êtres humains. Puis qui influence chacune de mes décisions, chacun de mes engagements, sa façon de faire, sa façon d'aimer les gens. C'est un homme plus grand que nature. J'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer. Ça a été le premier maire noir de l'histoire du Québec. Ben, ok, wow, à la noter. ville natale en Abitibi. Son nom, s'il te plaît, répète-moi son nom. Ulrich Chérubin. Ulrich Chérubin. Ok, wow. Parce que j'ai lu ton chapitre Les hommes de ta vie, puis j'ai pu découvrir des grands hommes qui ont partagé ta vie incroyable, un impact de fou. Mais ok, Ulrich Chérubin, à noter. Ulrich, c'était quelque chose. Un pilier important. C'est pour ça que pour moi, les Haïtiens, je suis très proche de sa famille, de sa femme, de son fils, qui est un de mes meilleurs amis, Ulrich Junior. Mais, tu sais, As-tu été en Haïti? Non, je devais y aller, ça aussi pour le travail, puis finalement, je n'ai pas pu y aller, puis j'aurais aimé ça. J'ai essayé d'y aller une fois. J'étais en République dominicaine pendant 2 mois et demi. J'ai fait le tour de l'île. Puis quand j'ai voulu entrer, passer la frontière, on m'a dit que c'était pas... on était en période électorale. Il y avait ouais, non, des ça n'aurait pas été bon pour mouvements. toi. On Non. m'a dit que c'était mieux de ne pas franchir la frontière. J'étais un peu déçue. Puis je m'étais promis d'y aller avec Ulrich. Puis Ulrich est décédé en 2014. Je voulais aller avec lui à Jacmel, où est-ce qu'il a grandi. Mais c'est pas parce que je ne suis pas allée avec lui que je n'irai pas un jour. Mais c'est ça, j'ai beaucoup d'amis haïtiens dans ma vie. C'est ça. Hey, t'as Jean-Pascal, là. C'est... Hey. Jean-Pascal. Je l'appelle une drôle de bébite, une bébite très attachante. Il semble super à terre du monde. Ouais.
Oh, ouais, c'est une bébête très attachante, très, très spéciale. Il ne laisse personne indifférent. Non. Ouais. Non, mais c'est ça qu'on veut. Puis je suis content, justement, tu peux voir ces facettes-là, justement, surtout, ben, regarde, athlète extrême, en plus de sport de combat aussi, qu'on pense que, oh mon Dieu, tout ce qu'il pense, mais comme tu dis, sur le ring, parce qu'il faut qu'il fasse le travail, il va le faire. Mais en dehors, que tu me dis, c'est tous des grands hommes, des grandes femmes super humbles, super attachants et à terre. Ça fait plaisir, ça, de savoir ça. Mm. Ça humanise les gens, dans le fond, parce que c'est ça nous sommes tous ça. Mm. Ça m'a fait vraiment plaisir de un autre. Attends. Je voulais venir te dire bonjour, tiens. Merci beaucoup, Nancy. Ça m'a fait plaisir de te parler. C'était incroyable pour compléter cette boucle. Voici Nancy Audet, une femme incroyable, une héros no cap. Alors, écoutez bien cette émission, lisez son livre, elle en a beaucoup à partager, renseignez-vous sur elle. Il y a tellement de choses à apprendre parce qu'on apprend tous les jours. Ciao. Ciao.